Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de Connaissez-vous. On va vous proposer 3 voyages aujourd'hui. Un premier voyage dans le futur, mais on verra que ce futur un peu angoissant n'est peut-être pas si lointain. Un voyage à Kobané où on rendra hommage aux jeunes femmes qui se sont battues contre Daesh. Et puis un voyage musical avec un jeune pianiste tunisien installé à Bruxelles. En fin d'émission, notre rubrique Micro ouvert avec un gros plan sur le festival Lis-moi tout qui met à l'honneur de jeunes auteurs et de jeunes autrices. Merci d'être avec nous, c'est parti. Bonsoir Enki Bilal. Bonsoir, bonsoir. Oui, je suis le premier apparemment. Vous êtes le premier, voilà. Bon, il y a un siège, je vais m'asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur la banquette, la place la plus à gauche, non de l'autre, à côté de votre BD, non de l'autre côté, l'autre gauche. Ici, là. Oui, par là. Sur le dossier de gauche, voilà, parfait. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça commence mal. Ça commence mal, vous trouvez? Ouais. La télévision, vous aimez bien ça ou pas trop? C'est un outil devenu utile, mais qu'il faut maîtriser, qu'il faut dompter, qu'il faut utiliser avec parcimonie. Mais si c'est utilisé intelligemment, ça reste un très bel outil. Pourquoi c'est un bon outil? Parce que ça parle au plus grand nombre? Alors ça parle de moins en moins au plus grand nombre, j'ai l'impression. Je pense que les réseaux sociaux ont pris le relais. Mais c'est peut-être le moment pour que la télévision se reprenne aussi et qu'elle hausse le ton en qualité, en audace. C'est le sujet du jour, la télévision, c'est ça? Ça ne va pas être le sujet du jour. On va parler de votre travail à vous. On va parler de Bug 3. Enfin, c'est Bug Livre 3. Donc, c'est le 3e épisode de cette série que vous avez lancée. Ça parle de quoi, Bug 3? Expliquez-nous. Bug 3 prend la suite de Bug 2, qui lui prenait la suite du 1. Le 1, c'est en fait, il faut reparler du 1 pour évoquer le 3. Le 1, c'est le point de départ. En fait, c'est en une fraction de seconde, tout ce qui est numérique dans notre monde, sur notre planète, disparaît. C'est totalement asséché. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, le monde est à l'arrêt. On imagine le chaos que ça produirait, ce que je n'ai pas voulu montrer. Donc, je me suis concentré plutôt sur des personnages. Et notamment un personnage qui revient d'une mission martienne. Donc, il revient de Mars. On est en 2040. Il est le seul survivant et il est frappé par un bug. Alors, le titre bug, évidemment, est à double sens. Le terme bug en français, ça évoque effectivement un grain de sable numérique et technologique qui fait que quelque chose de virtuel disparaît ou est altéré, abîmé, etc. C'est le bug, hein, classique. Et en anglais, il y a aussi la dimension, le sens d'un animal, un bestiole plutôt, comme un virus un peu. Alors, virus, on sait ce que c'est depuis quelque temps, c'est mieux. Et donc voilà, donc il y a un virus qui aurait atteint ce personnage principal. Et petit à petit, on va se rendre compte qu'il va devenir, lui, dépositaire de toute la mémoire du monde. C'est-à-dire tout ce qui a disparu de nos consoles, de nos ordinateurs, de nos iPhones et du numérique mondial, dans les hôpitaux, dans les avions qui volent, dans les sous-marins qui sillonnent les mers. Tout ça est en sa possession. Ouais. Voilà. Il est devenu un peu la mémoire universelle. Absolument. Ouais. Et il ne s'en rend pas compte, c'est à son insu au départ, et il devient évidemment la personne la plus recherchée au monde, parce que c'est lui qui peut sauver ou essayer de faire comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc ce personnage, il s'appelle Cameron Hobb. Hein, on le retrouve évidemment dans les 3 premiers livres de la série. C'est important de dire, c'est un petit peu un thriller ce que vous nous proposez. Hein? Oui, absolument. Disons que le sujet est tellement vaste et tellement fort, hein, parce que c'est quelque chose qui nous parle, qui nous concerne vraiment, qu'il fallait aussi une dimension très humaine. Donc il a une relation très particulière. Il y a sa fille, qui est une jeune fille, qui attend son retour. Hein. C'est un pilote, et qu'il soit survivant, c'est déjà énorme. Donc il y a cette connexion que chacun essaie d'établir avec l'autre. Donc il y a l'infiniment humain, l'infiniment presque réaliste en fin de compte des rapports humains, et puis l'infiniment grand qui concerne un mystère qui dépasse l'humanité et qui semble aussi dépasser la planète elle-même. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un
une œuvre qui a notamment pour objectif de dénoncer un petit peu notre hyper-dépendance au numérique? Alors oui, sans doute, bien sûr que c'est en filigrane, c'est évident, hein, je pense qu'on ne peut pas... Alors je suis évidemment totalement fasciné et preneur de ces technologies, parce qu'on est dans quelque chose de tout à fait énorme, c'est une révolution qui a un sens incroyable, qui est d'une puissance incroyable aussi, mais qu'il faut peut-être commencer à tenter de maîtriser. Je veux dire, l'addiction, il faut qu'elle passe, la notion d'addiction doit disparaître, il faut commencer à vraiment utiliser ces outils de manière plus intelligente et pas seulement intuitive. Donc on est encore dans ce côté un peu intuitif qui présente des dangers. Hein. Des réseaux sociaux, on sait très bien que ça peut basculer très vite dans l'obscur. Ouais. Mais c'est pas le seul but. Hein. Quand je fais une histoire comme ça, je me rends compte que ce qui remonte en fin de compte le plus, c'est la mémoire, c'est la notion de mémoire. Et moi je considère que le numérique nous fait perdre de la mémoire, parce qu'on lui confie trop de choses au numérique, par paresse. Je le fais moi-même, donc je n'attaque, donc je me mets dans cette partie addictive, hein, de l'humanité, ou addict en tout cas. Et donc voilà, la mémoire, elle est en fin de compte au centre de tous mes récits. Hein, c'est quelque chose de... Et dans le monde futur que vous nous décrivez après ce bug, il y a évidemment plus rien qui marche, il y a des catastrophes, on doit détruire des sous-marins nucléaires, il y a des explosions un petit peu à droite et à gauche, et même dans notre vie courante, on n'a plus les numéros de téléphone pour s'appeler. Enfin, vous décrivez un petit peu tout ça. Vous décrivez aussi une société où on a beaucoup d'implants, ou d'implants numériques, et où finalement l'humanité se met un petit peu en danger. Et le bug de votre personnage principal, Canrom Hobb, hein, dont c'était dans le livre 1, il l'avait contracté lors de cette mission spatiale, on ne comprend pas très bien, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une attaque extraterrestre? On aura la réponse dans le livre 4 ou dans le livre 5? Bien sûr, il y aura une réponse. C'est parce que en fait, je me suis lancé dans ce récit une fois que j'ai trouvé vraiment la fin. Donc elle va pas, la fin ne changera pas, sauf si, je ne sais pas, il peut se passer des choses. Hein. Il peut se passer un bug aussi qui me fasse changer les choses. Mais il fallait que je sois sûr de ça. Et vous avez raison en posant la question, il y a déjà une part de réponse. Je ne voulais pas que la fin soit une fin réaliste, du genre c'est un geek fou qui a fait tout capoter, ou c'est un accident, c'est des câbles sous-marins qui sont reconnectés de manière accidentelle. Donc je voulais surtout pas de quelque chose de pragmatique ou réaliste. Donc quand vous évoquez l'extraterrestre, ça vient forcément de là. D'ailleurs, Mars, la notion de voyage de Mars, à ce sens-là aussi. Mais ça se sent déjà, je pense, dans les deux premiers. C'est confirmé dans le 3. Dans le 5, en principe, ce sera 5. Hein. C'est sûr, 5 minimum. Hein. Mais ça, minimum. Minimum parce que 6. Oui, parce que le 3, là, celui que je viens de finir, m'a produit tellement de plaisir, parce que je commence à vraiment rentrer dans le sujet. En fin de compte, les deux premiers livres sont là pour poser le sujet, qui est quand même complexe et vaste, et aussi des personnages. Donc voilà, dans le 3, ça commence à se libérer. Le personnage principal commence à devenir inquiétant. On se demande ce qui lui arrive. Il commence lui-même à peut-être prendre conscience de ce qu'il est, de ses pouvoirs. Donc tout ça voilà, il reste le 4 et le 5 pour développer ça et finir. Donc il pourrait très bien y en avoir un ou deux de plus. Hein, ouais. On va voir. Mais Enki Bilal, ça veut dire que vous êtes lancé dans cette série sans l'avoir complètement écrite au départ. C'est-à-dire que vous faites tout, hein. Vous faites le scénario, les dessins, les couleurs, etc. Vous travaillez tout seul sur ce projet-là, et sur la plupart de vos projets récents d'ailleurs. Oui. Mais ça veut dire que vous vous lancez dans l'aventure sans connaître forcément la fin? Ah oui, non, je viens de vous dire que je connaissais la fin. Oui, mais pas tous les détails. Mais je ne connais pas les moyens d'y arriver. Alors, donc je ne sais pas, par exemple, le 3 qui se termine là, peut-être que 3 pages avant la fin, je n'étais pas sûr de la manière de terminer. Alors là, on est dans le cliffhanger, hein, cette espèce de système feuilleton, hein, série, où on finit sur quelque chose de haletant, en gros, qui est un mystère, quelque chose une chute, quoi, qui fait qu'on est très pressé d'avoir la suite. Alors le problème, c'est que la suite, elle va arriver, mais il faut 1 an et demi au minimum. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer forcément. Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai le temps de développer, de chercher. Et là, par exemple, en ayant fini de cette manière le 3, c'est une semaine après seulement que j'ai commencé à envisager comment je pourrais traiter la suite. Ouais. Donc vous voyez, c'est pas du tout... Si ça avait été écrit, si tout était écrit d'avance, je ne le ferais pas, parce que ce ne serait pas intéressant. Ouais. Moi, je vis quelque part avec ces personnages, je vis l'histoire, ma vie normale interfère dessus, forcément, donc il y a quelque chose, il y a de la vie du monde. Ouais. La vie du monde interfère dessus également. Ouais, y a des références à notre bien sûr. Actualité récente. Donc Cameron Hobbs, il est l'employé d'une société qui s'appelle Live Dust. On a du mal à pas y voir une parodie de SpaceX. Je pense que vous parlez d'Elon Musk, vous parlez de Mark Zuckerberg. C'est aussi une petite critique de ces GAFAM, comme on les appelle. Ouais. Ben oui, c'est une forme de... C'est ça, on peut dire que c'est une forme de dictature qu'on admet, qu'on adopte, qu'on caresse, qu'on cajole, qu'on aime. Voilà, on aime être sous cette dictature-là, on l'a accepté, c'est très malin, mais c'est très dangereux. Ouais. Ouais. Donc il y a le thème de l'effondrement de notre monde avec la perte de cette mémoire numérique et tous les systèmes qui sont un petit peu paralysés. Il y a d'autres choses, et qui sont des thèmes qui vous sont chers dans cette série Bug. On va retrouver le thème du totalitarisme. On a vu passer des images là autour de vous dans le studio avec vos dessins, et notamment dans ce tome 3, il y a un personnage qui a d'un côté tatoué la tête d'Hitler, de l'autre côté la tête de Staline. On voit des catastrophes environnementales, donc il y a ce thème de l'écologie. On croise un califat, on croise des mouvements néo-marxistes. Le thème du totalitarisme, ça c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup ? Alors oui, ça m'a toujours inquiété. Je pense que le XXe siècle nous a appris un peu ce que c'était, évidemment. Et donc là, effectivement, dans ce troisième volume, il est beaucoup question de politique et d'idéologie. Alors pourquoi ? Parce que simplement la perte de la mémoire, donc l'effacement de la mémoire, c'est l'effacement de... Il ne reste plus que les livres, mais en 2042, le livre existera toujours, mais il sera réservé, à mon sens, à une petite élite. Je pense que le monde a tellement évolué que la consommation culturelle deviendra différente aussi. Donc, quand tout disparaît, quand une mémoire disparaît, on se retourne vers ce qui s'est passé, et donc le retour des idéologies, il est aussi activé par des gens qui savent encore ce que c'est, donc ça peut être très dangereux. Là, il y a une historienne qui manipule les concepts dans le 3, ouais. Elle a 112 ans. Ouais. Il y a beaucoup de femmes dans ce numéro 3. Ah oui, c'est volontairement... Oui, je m'étais engagé dans le 2, je l'avais annoncé dans le 2, donc c'est une façon de me lancer aussi un défi, et du coup, dans le 3, il fallait que je tienne ma parole, donc je l'ai fait, et ça a été très, très, très amusant, évidemment, à faire. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est plausible et possible, parce que finalement, ouais. On parle de parité depuis des décennies, des années, et jamais on n'y a droit. Donc ouais. On va voir ce que... Moi, je propose une parité totale, même pas un basculement, c'est-à-dire que le pouvoir mondial, global, passe entre les mains des femmes. Ouais. Alors justement, je voudrais, sur votre droite, il y a deux objets. Il y a votre livre, sur votre gauche, pardon. Il y a deux livres. Oui. Je voudrais que vous le preniez. Je voudrais que vous l'ouvriez à la page 32. Ah, je vous vois venir. Vous voyez venir. Et que vous nous décriviez cette case de la page 32. Alors, page 32, case du haut, image du haut. Alors, on est dans un palais... au cœur de la Sibérie, donc il doit faire moins 20 degrés à peu près. Alors le personnage principal a réussi à réactiver le chauffage, c'est important, mais quand même c'est un espace glacial et c'est un tête-à-tête un peu sous surveillance. C'est un tête-à-tête entre une tsarine, une très belle tsarine, donc russe, et à mon avis très perverse. Enfin, elle a un pédigré assez inquiétant. Et le personnage principal, Hobbs, ouais. Cameron Hobbs, donc qui est son prisonnier. Donc il est même enchaîné quasiment à sa place, mais au bout d'une table de 7 mètres de long. Ouais. Alors cette table, elle interpelle tout le monde, parce qu'elle nous fait évidemment penser à une image d'actualité. C'est le tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, avec aussi une table qui ressemble à la vôtre. Ouais. Vous avez des dons divinatoires. Oui. Alors écoutez, évidemment, moi j'ai dessiné cette scène au moins 6 mois avant la séquence Poutine-Macron.
Alors évidemment, moi quand j'ai vu l'image, parce que j'ai assisté en direct, hein, ça m'intéresse évidemment, le sujet est intéressant en ce moment, on a intérêt à savoir ce qui se passe, et donc je découvre moi-même cette image des deux face à face, et dans la foulée je reçois plusieurs textos de gens me disant mais attends c'est incroyable, est-ce que tu as vu le rapport qui se crée, t'es devin, t'es quoi, t'es visionnaire. Alors, est-ce que je suis visionnaire? Oui, c'est une forme de vision, mais qui est aussi très culturelle. Moi, je connais évidemment bien les pays de l'Est. Il y a la distance, l'espace, en Sibérie, le Grand Palais, le mystère, la peur, enfin, tout le côté aussi des années soviétiques, et puis peut-être aussi du tsarisme avant. C'est pas un monde de proximité. Ça peut exister, mais ça n'est pas vraiment un monde de proximité. Tout le monde peut se méfier de tout le monde. Et là, il m'est apparu évident qu'il fallait qu'il soit que le tête-à-tête, parce que c'est un tête-à-tête, il y a le côté un peu grotesque aussi de l'idée d'un tête-à-tête avec 7 mètres de distance. Et il y avait aussi l'idée que Bob a une tache bleue sur le visage, dont on ne connaît pas évidemment vraiment l'origine, dont on ne sait pas s'il est vraiment, s'il est dangereux ou pas, s'il est peu contaminé ou pas. Et donc il y a cette méfiance de cette tsarine par rapport à cette maladie éventuelle, possible. Et ça nous ramène ça aussi à Poutine qui a peur de la Covid, qui a peur, je pense, du parapluie bulgare éventuel, qui a peur d'une fléchette empoisonnée. La Covid-19, c'est quelque chose qui alimente votre scénario? Ou qui peut l'alimenter pour les 2 livres qui restent? Ou les 3 livres qui restent? Non, pas du tout. Non, en plus, on l'a vécu. Je trouve que ça n'est que tragique. Moi, c'est un thème que j'ai évidemment essayé d'aborder un moment dans ma tête, hein, comme beaucoup d'auteurs. Hein. C'est un thème qui est récurrent dans le monde de la science-fiction, savoir la pandémie, le virus, et on y a eu droit, et on a vu que c'était quelque chose de seulement tragique. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, sinon on espérait que la science soit à la hauteur, et que ça passe, voilà. Je reviens une dernière fois à la table dont on a parlé, cette scène. Est-ce que ça veut dire aussi que le futur que vous imaginez, il est théoriquement en 2041. 2041, c'est à la fois loin, c'est à la fois proche. Mais que ce futur que vous imaginez, en réalité, il est très proche de nous. Vous avez dit une fois, hein, dans une interview, dans une déclaration, moi je ne fais pas de la science-fiction, elle est morte. Mais ça veut dire aussi que ce que vous écrivez, ce que vous dessinez, ça peut être quelque chose qui nous arrive dans 5 ans, dans 10 ans? C'est ça l'idée? Non mais absolument, en fait, j'ai donné la date de 2040-42. Pourquoi? Parce qu'il fallait que un retour d'une mission martienne soit plausible. Donc c'est uniquement ça. Donc évidemment, on peut se référer à Elon Musk, hein, qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Quand il promet quelque chose, il le tient. Il envoie une fusée en l'air et il réussit à la faire se reposer à la verticale. C'est assez sidérant. Donc quand il dit 2040, il y aura une mission sur Mars humaine, à mon avis, c'est des gens qui ne reviendront pas. Et il commence à le faire entendre, hein, évidemment. Il y a déjà des candidats, ce qui est quand même extraordinaire, mais c'est l'être humain, ça, c'est le pionnier. Les gènes sont là ad vitam aeternam. Donc il fallait qu'il y ait cette possibilité, plausibilité. Mais sinon, c'est exactement ce que vous dites, c'est un effet de miroir qui est à 3-4 ans près, devant, pas plus. Il fallait justement que tout le monde se sente concerné. En tout cas, moi, en tant qu'auteur, je voulais me sentir concerné. Donc, je ne voulais pas être amené à dessiner, par exemple, des villes du futur ou même un monde du futur. Non, c'est notre monde à nous, qui est quasiment transposé en 2040 et qui amène cette dimension tragique, hein, d'un bug qui vole la mémoire de l'humanité. On va vous faire rencontrer 2 autres artistes dans cette émission, Enki Bilal. Est-ce que vous connaissez Morgane Elboupsi? Eh bien, non, mais je l'ai... Vous l'avez croisée au maquillage? Croisée, donc je suis ravi de mieux la connaître. Et on vous la présente. Morgane Elboupsi. Quelle surprise. Ça va, depuis tout à l'heure? Morgane Elboupsi, est-ce que vous pouvez vous présenter à Enki Bilal, dire qui vous êtes et ce que vous présentez en ce moment au public bruxellois? Tout à fait. Donc je suis Morgane Elboupsi, je suis comédienne et je joue pour le moment au théâtre Le Public, un seul en scène, jusqu'au 23 avril, qui s'intitule Mon Ange, et dans lequel j'incarne une jeune fille kurde
de 19 ans qui va voir son destin basculer parce que son village en Syrie va être assiégé par Daesh. Et donc alors qu'elle se vouait à des études de droit, elle venait d'entrer à la faculté, c'est elle une fille de fermier, donc il y a déjà une émancipation, un désir d'émancipation en tout cas de cette jeune fille. Tous ses plans vont tomber à l'eau, elle va se retrouver à fuir. Avec sa mère d'abord jusqu'à la frontière turque, et finalement au moment de passer la frontière elle décide de faire demi-tour et de retourner sauver son père. Pour combattre. À la base elle dit je veux sauver papa qui est resté lui pour défendre leur terre, et au final elle va prendre les armes, oui, parce qu'elle se retrouve toute seule dans une terre en guerre, et voilà elle finit par s'engager auprès des combattantes kurdes. Ah, c'est des histoires qu'on imagine, moi en suivant cette actualité terrible, et effectivement la défense acharnée des Kurdes, à cette période, on a été d'une grande lâcheté avec ce peuple, hein, à ne pas se servir d'eux, à les applaudir au moment où ils affrontaient, on faisait des reportages sur ces combattantes, hein, beaucoup de femmes, de jeunes filles, très jeunes l'histoire que vous racontez. Morjane El Boubsi, Enki Bilal vient de dire une histoire. C'est un texte de Henri Naylor, mais c'est quand même inspiré de faits réels. Hein. C'est inspiré d'une espèce de figure mythique, justement, il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux d'une jeune fille avec une arme qui a été prise là-bas, justement. Et je dis une figure mythique parce qu'il y a eu polémique autour de ce personnage, parce que cette photo, comme elle a circulé sur les réseaux sociaux, il y a eu un engouement à travers le monde pour cette jeune fille, mais le journaliste qui a pris cette photo a démenti en disant qu'en fait ça n'était pas vraiment une combattante, etc. Donc voilà, par contre, cette photo circulant, on en a fait la figure de l'ange de Kobané, d'où le titre, mais qui en fait représente 1001 jeunes filles qui se sont engagées, et lui s'est inspiré de différentes histoires pour écrire ce texte-là. Oui, on peut imaginer qu'elle a existé, cette histoire, de toute façon incarnée par plusieurs filles, jeunes filles. Mais effectivement, donc c'est très bien justement de ramener ça comme ça Enki Bilal dans un spectacle, parce que c'est vrai que c'est une période, les choses s'enchaînent tellement vite, et c'est vrai que ce peuple s'est sacrifié et qu'on n'a pas vraiment remercié. Et c'est pas fini d'ailleurs, la situation est extrêmement instable là-bas et on n'en parle plus, ça fait plus l'actualité. Oui, il y a l'Ukraine qui est là, il y a Poutine, il y a eu le Covid, oui. Enki Bilal, je peux vous proposer de voir un petit extrait de ce spectacle, comme ça on en parle juste après. Bien sûr, bien sûr. On est au milieu de l'été, la nuit. La chaleur est encore écrasante. Une sueur chaude me colle à la peau, du goudron brûlant, trop intense pour dormir. Là-bas, dans les champs, des cigales lancent un chant d'avertissement. J'ai besoin d'eau. Je marche à pas de loup vers la cuisine. Je vois mon père près de la porte de derrière ouverte. La radio est allumée. Qu'est-ce que tu fais ? Mon père s'essuie les yeux. Mossoul est tombé. Mossoul. En Irak, l'armée irakienne a fui. Ces cons d'Irakiens, ils ont laissé leurs armes derrière eux. Daesh a tout pris. Plus de 4000 mitrailleuses, des obusiers. Les chiffres ne me racontent rien. Je ne sais pas ce que c'est qu'un obusier. Mossoul est à des kilomètres. Les pauvres, mon père est en colère. Il attrape un de mes livres d'école sur le canapé et le jette à l'autre bout de la pièce. Sans rien dire, il prend une lanterne et avance au milieu des arbres. Morjane El Boubsi, ça c'est le début. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que votre personnage, enfin vous incarnez plusieurs personnages, là on vient de le voir, mais ce que le personnage de la jeune fille va devenir dans les semaines ou dans les mois qui suivent cette scène-là? C'est-à-dire que, comme je le disais, précipité dans l'horreur du monde, alors qu'on part, c'est ça, au départ de la vie à la ferme, son innocence, sa jeunesse, le rapport à son petit papa, parce qu'il y a un lien très fort entre elle et son père. Et puis, elle va être forcée de découvrir l'horreur du monde, et au fur et à mesure, évidemment, que ça la transforme. Et évidemment, enfin...
Ça charrie pas mal de questions, en fait, ce texte, sur bon, la question de la fuite ou de la résistance, la question du pacifisme, des limites du pacifisme, parce qu'elle se revendique justement, je suis pacifiste pendant très longtemps, et la question du choix, finalement, dans nos destinées. Prendre les armes à son tour, oui. Ouais. Ah non, effectivement, c'est des situations à chaud qui peuvent créer des spectacles très, très émouvants et qu'il faut porter faut montrer ça. Bah oui, en tout cas, c'est un prisme ça par fait lequel partie de passer cette pour toucher mémoire les gens. qu'il ne faut pas laisser filer. Donc on a trop tendance déjà à classer les choses, ou même pas à les laisser filer, à les mettre de côté en disant l'actualité remplace trop vite. Ouais. Et rien n'est vraiment creusé à fond, donc c'est bien de... Ouais. Le spectacle, c'est le bien spectacle ce que Mon Ange, Oui. Mon Ange, c'est un passé très récent. Et votre BD, Enki Bilal, c'est un futur très proche. Vous voyez des correspondances entre les deux histoires ou les deux thématiques que vous êtes en train de creuser l'un et l'autre? Moi, j'en vois une, ça m'est venu à l'esprit lorsque tu viens de parler de cette fille et de son papa, de son père. Là, quelque part, moi aussi, j'ai eu besoin de raccrocher un sujet vaste. Alors, le sujet de la guerre, des Kurdes, Daesh, tout ça, c'est un sujet vaste, horrible de l'humain. Et mon sujet du bug, etc., c'est un sujet vaste aussi. Eh bien, on a quand même besoin d'un pilier. Et à chaque fois, finalement, c'est l'humain le plus profond, c'est la relation père-fille ou père-fils ou mère-fille. Vraiment, on a choisi, tous les deux, on se retrouve avec une jeune fille et un père. Et voilà, ça suffit déjà, c'est des bases solides pour pouvoir raconter, parce qu'on raconte chacun à sa manière, alors un fait imaginaire mais plausible, dans mon cas, et quelque chose qui a existé et qu'il faut essayer de remettre dans une sorte de lumière, quoi. La place de la femme aussi, elle est très particulière, Morgiane El Bouzpsi. Hein. C'est un groupe de combattantes féminines. Oui. Que l'ange va rencontrer. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, les YPJ, là, les unités de protection de la femme, et puis de manière générale, ce qui se passe, le Kurdistan, l'État de Rojava qu'il souhaite créer, repose vraiment sur un désir de parité, et il l'applique. En fait, c'est le seul endroit au monde où il applique vraiment la parité à tous les niveaux. Donc que ce soit dans la police, dans la politique, et dans l'armée, voilà. Il se trouve qu'il y a vraiment une égalité totale en termes de représentativité, en tout cas, des femmes. Ouais. Ça ne reste malgré tout pas un spectacle politique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai texte littéraire, il y a une histoire, c'est fictionnalisé, et même si la fin est tragique, c'est avec beaucoup de pudeur en fait. On va essayer de ne pas spoiler la fin, première chose. Tragicomique, tu peux essayer d'inverser un peu les choses pour contrer le spoiler. Mais oui, mais de toute façon, oui, c'est très écrit. C'est une langue. Bon, ça a été traduit de l'anglais, hein, mais la traduction est quand même assez réussie. Il y a de vrais passages lyriques, il y a une vraie poésie. Il y a dans l'univers, dans le champ lexical, énormément de correspondance avec la nature, avec le monde animal, la proie, le prédateur, beaucoup de parallélismes comme ça. Qui tient aussi au fait que c'est une famille de fermiers, je pense aussi, et que le père représente ça, la terre. Voilà, j'ai oublié la question. Oui, c'est ça que ça. Après, ça n'empêche pas que ça soit politique. Hein, on peut faire de la poésie politique. Ouais. On va voir un deuxième extrait. Comme ça, on va voir un moment où l'action bascule. C'est un marchand de pétrole. Il a le droit de conduire à toute heure du jour et de la nuit. Daesh a plus besoin de pétrole que de couvre-feu. Il me libérera dans les champs de pétrole près de la frontière, mais je peux pas monter à l'avant, on risquerait de me voir. Il baisse le dossier et je dois me glisser dans un petit coin derrière. S'il te trouve, je sais pas comment t'es arrivé là, d'accord? Tu t'es glissé à l'intérieur pendant que j'étais à l'arrêt. D'accord? Pourquoi vous m'aidez? Moi aussi, j'ai une fille. Vous êtes avec Daesh? Je suis kurde. Mais vous portez le drapeau de Daesh? Je parle du fanion, à l'avant du camion. Il fouille dans la boîte à gants, sort un drapeau du YPG. Ça dépend d'où je vais.
Un marchand fait ce qu'il a à faire. Vous servez 2 maîtres, Daesh, Yépégué, c'est tous les mêmes. Pas pour les femmes, non. Je suis marchand. Les marchands vont là où est l'argent. Je lance un rire amer. Mon verdict le blesse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Qu'est-ce que tu veux qu'un individu tout seul fasse? Il demande, d'un air malheureux. Silence. On n'entend plus que le vrombissement du camion. Je t'aide, pas vrai? Il se défend. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour les arrêter? Je gigote. Je suis mal installée. Mon abaya mouillé couine sur le vinyle. C'est bien, hein? C'est bien, Hadi Enki Bilal. Ce personnage du camionneur, vendeur de pétrole, marchand de pétrole, il pourrait vous inspirer? Il est complexe, hein, il n'est pas noir ni blanc. Hein. Oui, mais c'est ce qui est intéressant dans les histoires en général et dans la vie aussi. Hein. C'est de la nuance, il faut de la nuance, il faut réfléchir, il faut discuter, il ne faut pas se précipiter dans le manichéisme. C'est un personnage évidemment qui peut... il y a eu déjà un personnage comme ça dans le 2, c'était un vieux chauffeur aussi, conducteur d'une bagnole que les jeunes ne peuvent plus conduire parce qu'il n'y a plus de numérique. Donc on prend les vieilles bagnoles qui marchent encore. C'est l'humain, tout ça, c'est les contradictions des humains. Et là, évidemment, dans cette scène-là, dans votre scène, là, il y a, vous êtes confrontés tous les deux, l'un à l'autre, dans un moment essentiel, j'imagine. Le basculement va se faire à ce moment-là, petit à petit. Vous êtes peut-être des gens en train de partir, vouloir prendre les armes, je ne sais pas. Mais Là, en tout il cas, est en train de retourner à la recherche de son père. Elle est toute seule voilà, en train de... Voilà, mais voilà, il a quitté entre guillemets le confort de... Morgiane Belboupsi, j'ai parlé de basculement, parce qu'au fur et à mesure, votre personnage il est passé d'une position subie à une position active. C'est-à-dire que cette étudiante en droit, parce qu'elle vient de réussir un concours d'entrée pour la faculté de droit, elle va se retrouver à un moment prendre les armes. Comment est-ce qu'on interprète un personnage de ce genre-là? Est-ce que pour vous, il y a un jeu de départ et un jeu de fin qui n'est pas le même ou pas? Ça fait partie du travail qu'on a mené, oui, avec Jeanne Kassen-Ellenbogen, la metteuse en scène. Il s'est agi vraiment de chercher le fil d'évolution de ce personnage parce que bon, c'est une vraie fuite en avant. Les choses se passent, elle les subit, elle rebondit. En fait, elle va d'action en action, en action, en action. Je pense que c'est ce qui fait qu'elle tient debout. On n'a pas le temps de s'apitoyer, de réfléchir, de passer par des états non plus parce qu'elle est sans arrêt en train d'agir. Et évidemment, il y a une transformation qui doit s'opérer malgré le fait que les choses avancent très vite. On a essayé de déterminer des grandes couleurs, en fait, entre 3-4 parties. Et là-dedans, moi, en faisant, j'ai trouvé des points de basculement, en fait, qui font que oui, petit à petit, des choses en moi changent. Mais bon, on n'a rien inventé, les choses sont dans le texte. Hein. De toute façon, c'est toujours... il faut partir du matériau de base. Quand il est solide, et là, c'est le cas. C'est... Voilà. Ça coule de source. C'est jusqu'au 23 avril et c'est donc au théâtre Le Public. Il y a un autre objet sur la banquette Enki Bilal. Est-ce que vous pouvez le prendre et nous dire ce que c'est? Oui. Alors ça c'est Mohamedia. Ouais. C'est un CD. C'est un CD, c'est musique. Vous connaissez Wajdi Ria Trio, oui. Ouais. Wajdi Riahi, vous ne le connaissez pas, j'imagine. Pierre Urti. C'est un CD avec une très belle calligraphie arabe. Eh ben, on va vous présenter Wajdi Riahi. Ici, là. Voilà, Wajdi Riahi, peut-être une de vos premières interventions à la télévision, je ne me trompe pas? Ici en Belgique, oui. Ici en Belgique, oui. Ouais. Mais en Tunisie, il y en a déjà eu. Oui, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pouvez-vous vous présenter à Morgiane Elboupsi, à Enki Bilal? Alors, je m'appelle Wajdi Riahi, je suis pianiste de jazz, je viens de Tunis
Et ça fait 5 ans que je suis en Belgique et tout. Et je suis au conservatoire. Donc je viens de sortir un album qui s'appelle Mhamdeya. Mhamdeya, c'est la ville où j'ai vécu à Tunis. Et du coup, ça paraît que c'est une histoire un peu personnelle, mais pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça peut-être, parce que quand je parle même avec des jeunes musiciens, pour moi, Mhamdeya, c'est le début de mon histoire en fait. Mais à chaque fois je parle avec des jeunes musiciens, ils ont aussi leur début et ça me rappelle beaucoup à mes débuts aussi. Donc il y a toujours un truc en commun entre nous tous. Ouais. Mhamdeya, c'est à la fois de la mémoire, de la nostalgie, du rappel. Oui, on peut dire ça. C'est la nostalgie, c'est un petit mélange des émotions. C'est la nostalgie, mais pas vraiment la nostalgie dans le sens péjoratif, parce que c'est pas très sombre, mais c'est les chouettes trucs que j'ai vécu en Tunisie, c'est la famille, c'est les copains, c'est les premiers profs, c'est la vie que j'avais avant. Ouais. Je propose qu'on écoute votre musique, parce que ça va être plus simple pour en parler. Ouais. Ensuite, on écoute un extrait donc, de cet album Wajdi Riahi Trio. Les présentations sont plus complètes, là. C'est clair et net. On voit à qui on a affaire. Ouais. Non, moi, je trouve ça vraiment très virtuose et tout. Du jazz plutôt radical. Hein. J'étais surpris au début, le piano seul, avec quelque chose d'un peu oriental. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que le jazz... alors, les jazzmen sont intéressés évidemment beaucoup aux musiques orientales, mais là, c'est intéressant, ça vient de l'Orient et ça va vers le jazz. Et comment se fait le... Je pense que c'est un mélange qui se fait très très naturellement en fait. C'est comme je parle, comme c'est exactement ça en fait. C'est que j'ai appris la musique orientale et la musique arabe quand j'étais petit. Mais entendu en vivant. Bien sûr, dans la radio, l'environnement, dans la voiture avec mon père et tout, chaque jour. Donc je l'ai quelque part. Et le jazz que j'ai appris il y a 7 ans et tout, mais je pense aussi le jazz, je l'ai entendu avant, je l'ai écouté avant, mais je me rends pas compte que il faisait partie de moi. Genre quand je vois les dessins animés que j'ai regardés avant, c'était des big bands et c'était... Du coup quand j'ai écouté ça la première fois, je me suis dit,
mais je connais cette musique et ça me parle beaucoup. Ouais. Ce qui est important de dire, Wajdi Riahi, c'est que vous êtes le compositeur aussi. Oui, exact. Ouais. Alors, les morceaux que j'ai... Alors, ça commence avec une proposition du label Fresh Sound qui m'a proposé au début de faire un album en solo, piano solo. Mais j'ai eu un peu peur de faire ça pour un premier album. Et du coup, j'ai proposé de faire un album en trio avec Basile Raola à la contrebasse et Pierre Hurtier à la batterie. Et il était d'accord, donc on a enregistré l'album au Jet Studio ici en Belgique, c'était en juin. Et vous êtes content du résultat? Oui, je suis très content. Et ça, c'est l'album et tout, mais ce qui reste un peu... ce qui me parle le plus, c'est les lives, en fait. Et ce qu'on a fait à la Jazz Station, c'était la sortie de l'album. Et c'était vraiment un très, très chouette moment. On a passé des vous avez on va le dire, vous avez une standing beaucoup ovation. d'improvisation. Pardon. Je disais, il faut dire qu'à la Jazz Station, il y a une standing ovation. Et c'est pas donné à tout le monde pour son premier concert de son premier album. Bravo, ouais. Mais je disais, est-ce que vous improvisez beaucoup à partir d'un album qui a été enregistré? Est-ce qu'en live, il y a des... En jazz permet ça. Est-ce que c'est l'essence même de vos concerts? D'improviser un peu ou de partir un peu ailleurs à partir de la base enregistrée? Oui, alors, les morceaux sont des morceaux qui sont bien écrits, très, très écrits et tout. Mais après, on peut se permettre sur scène on ne sait pas où on va en fait. Et du coup, à chaque fois, on se regarde, qui fait une intro, qui lance le morceau, on ne sait pas. Et ça donne la vie. Ça donne la vie en fait. Et c'est très frais comme sensation, je trouve. Ouais. On va voir un deuxième extrait de cet album, deuxième extrait donc de Wajdi Riahi Trio. C'est un peu plus qu'un trio, il y a deux invités sur cet album et on va voir justement un extrait avec un invité. C'est très beau, là, c'est très mélodique en plus, là. Ça change un peu. Ouais.
Et la structure mélodique est souvent assurée par les 3 autres instrumentistes et la liberté, elle est dans le piano parfois. La liberté, elle est partout. C'est comme... Oui, c'est vrai, mais ça... Bon. Ouais. Enfin, je pense que c'est comme on me parle maintenant, genre... Je prends la parole et après vous prenez la parole et après c'est exactement la même chose, je pense. Ouais. C'était Jean-Paul Estiévenard à la trompette. Il y a un autre morceau où il y a un invité qui joue de l'oud. Morgiane El-Boubsi, ça vous parle cette musique-là ou pas? C'est très beau. Oui, ça me parle tout à fait. C'est magnifique. Puis effectivement, on sent qu'il y a beaucoup de choses, quoi. C'est dense, c'est riche, c'est très beau. Et puis pas difficile d'accès parce que parfois le jazz... ça peut être un peu hermétique quand on n'est pas connaisseur. Et là, je trouve que c'est tout à fait accessible et vraiment beau. Ouais. Hermétique, c'est quelque chose que vous pouvez entendre quand on parle de jazz. Wajdi Riahi. J'entends souvent, mais je comprends en même temps parce que ça reste un langage en fait. Ça reste un langage très très spécial, on va dire. Et pour comprendre ce langage-là, il faut il faut écouter beaucoup de jazz. Il y a certainement genre un peu des styles de jazz qui sont plus accessibles que d'autres. Mais genre quand on parle de bebop ou de hard bop et tout, là ça commence à genre free jazz, c'est ça. Fou. Même les musiciens, je veux dire, parfois ça peut choquer en fait. Choqué, ouais, ça peut choquer. Je vais donner 2-3 dates, si vous voulez bien, pour terminer cette émission. D'abord dire que Wajdi Riahi présente son album. La prochaine fois, ce sera au Sands, à Ixelles, rue de la Tulipe. Ce sera le 6 avril. Je vais dire que Morgiane El-Boubsi, pour Mon Ange, au Théâtre Le Public, joue jusqu'au 23 avril. Et puis que pour Enki Bilal, il n'y a pas de limitation de durée, mais que le livre 3 de Bug vient de sortir. On peut se jeter dessus. C'est bien de lire quand même le premier et le deuxième pour bien comprendre ce qui se passe dans le troisième. Hein. On est d'accord, Enki Bilal? Bien sûr. Ouais. Oui, c'est comme un alphabet, on ne le prend pas en cours de route. Voilà. Mais donc livre 3 maintenant. Le livre 4, ce sera pendant combien de temps? Je vais essayer de... Parce que moi-même, j'ai envie de connaître la suite. Donc de faire plus vite que pour le troisième. Alors on va terminer cette émission avec un micro ouvert, c'est le principe d'en connaissez-vous, on donne la parole à un artiste émergent. On va jeter un petit coup de projecteur même sur un festival qui va donner la parole à des artistes émergents, ça s'appelle Limoitou. C'est un festival qui va mettre en lumière des textes de jeunes auteurs et autrices qui vont être interprétés par des jeunes acteurs et actrices. Et on va écouter un extrait d'un texte, c'est le texte Sueur de Karine Jurquet, lu par Anaïs Moret. Merci d'avoir été là, Enki Bilal, Wajdi Riahi, Morgiane El-Boubsi. Merci. Belle rencontre, je suis ravi de vous avoir rencontré. On entend une voix qui dit « Stop !» On découvre que Mademoiselle Rosette est en fait sur un plateau de théâtre. Dans ce petit espace qu'est le plateau de théâtre, toute l'équipe s'agite comme dans une fourmilière. Les maquilleuses épongent le front de Mademoiselle Rosette, les décorateurs réajustent le drap du lit, le technicien son ajuste son micro, ceux de la lumière réajustent les projecteurs, le metteur en scène parle à son assistant. Tout le monde s'entrecroise, concentré dans son travail. Infatigablement, lors des répétitions, l'équipe fait et refait la même scène. Avec les projecteurs, il semble qu'ils ont chaud. De temps en temps, un dindon passe au milieu et personne ne s'en aperçoit. Dans cette société animale complexe, toute action ou objet produit au fruit de la sueur peut être échangé contre de l'argent. La sueur facilite la coopération des individus dans leur exploitation pour gagner plus de richesses. Quand je travaille, je me lève à 6h du matin. À mon réveil, je fais plusieurs exercices de musculation pour entretenir mon corps. Ces exercices produisent une sueur abondante. Le soir, je me couche seule. Il est préférable que je ne fume ni ne fréquente des lieux où l'on sert de l'alcool. Avant le déjeuner, footing de 2 km. Après le déjeuner, footing de 2 km.
À ma sueur, je dois ma condition physique. La sueur est un symbole de la force de travail. En travaillant avec leur corps, les ouvriers et leurs muscles dégagent plus de sueur que les intellectuels aux mains blanches, travaillant dans des bureaux et méprisant parfois ceux qui sentent. Mademoiselle Rosette, bien que travaillant environ 8 heures par jour, est responsable d'une partie infime de cette production. Le rythme s'emballe. Mademoiselle Rosette se lève du lit. La costumière lui passe le peignoir de coton blanc. Toute l'équipe se met à ranger. On aperçoit sur le côté du décor le jardin bien vert avec la chaise à dossier tissu noir vide de Mademoiselle Rosette. Mademoiselle Rosette se déplace vers les loges. La sueur est aussi là pour éliminer les déchets de notre corps. Elle nous lave de l'intérieur. Au fond, on voit une succession de plans de mise en poubelle. Bouffe à la table de régie, coton de make-up aux loges. On suit les sacs poubelles jusqu'à une décharge. Ça pue des pieds, ça pue des dessous de bras, ça dégouline. Chaque année, 15 milliards de tonnes de déchets solides sont jetés et 2847 milliards de litres de sueur dégoulinent des humains. Voilà un extrait de Sueur, texte de Karine Jurquet, un texte qu'on pourra notamment entendre dans le festival Lis-moi-tout, qui est le festival des nouvelles écritures présentées au Rideau de Bruxelles, de jeunes auteurs ou autrices lus par de jeunes acteurs ou actrices. Si vous voulez entendre ce texte-là en particulier, ce sera mardi prochain, mais le festival se tient jusqu'au 2 avril. C'était le 3e numéro de Connaissez-vous. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain, 18h30 pour la première diffusion, 20h pour la rediff. À dimanche.